Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. En 10 ans, la Chine est passée du statut de nation émergente dans le spatial à celui d'acteur majeur. Le pays a posé des rovers sur la Lune et Mars, possède une grande station multimodule et est dorénavant pris très au sérieux lorsqu'il dit qu'il veut poser des humains sur notre satellite ou qu'il souhaite explorer Jupiter, Saturne et au-delà. Forcément, on prête donc plus attention au plan chinois qu'il y a 10 ans. Et ces derniers semblent gagner en ambition d'année en année. Un des gros avantages du programme spatial chinois est qu'il peut s'appuyer sur une structure politique stable, aussi discutable soit-elle. Il est donc possible pour les scientifiques et les ingénieurs de la CNSA, l'agence spatiale du pays, de se projeter à 5, 10 ou même 50 ans. C'est dans ce cadre qu'on voit parfois émerger des initiatives incroyables. Il y a quelques jours, il nous a ainsi été dévoilé un plan complet de colonisation du système solaire, articulé autour de ses ressources. Des chercheurs, affiliés aux grandes entreprises d'État du pays, ont présenté tout à fait sérieusement la manière dont la Lune, Mars, les astéroïdes géocroiseurs ou les lunes de Jupiter pourraient être exploités. Le plan est centré autour de la glace d'eau, la ressource la plus utile pour les explorateurs spatiaux. Elle peut à la fois servir aux fonctions vitales des espèces terrestres et peut surtout être cassée par électrolyse en hydrogène et oxygène, lesquels peuvent alors servir à propulser des fusées. Les chercheurs chinois imaginent un plan en 3 étapes, explorer, miner, utiliser, qui se déroulerait forcément sur des échéances longues. Les dates, très prospectives, sont ainsi disséminées entre 2035 et 2100. Il faudra à la fois travailler sur la logistique, centrée autour des points de Lagrange de différents corps, et sur les techniques d'extraction et de raffinage qui sont encore aujourd'hui complètement théoriques. Une telle entreprise nécessiterait forcément beaucoup d'énergie, mais on se rappelle que la Chine est en train de développer des réacteurs nucléaires de puissance appréciable, à destination de l'espace. Dans un avenir plus immédiat, c'est la Lune qui va être au centre des attentions du pays. On a ainsi vu émerger cet été une vidéo de ce à quoi devrait ressembler une mission habitée chinoise. L'architecture était déjà connue, 2 fusées, l'une pour lancer un vaisseau nouvelle génération et l'autre pour lancer l'atterrisseur. Après un rendez-vous en orbite lunaire, l'atterrisseur descendra pour quelques heures à la surface de notre satellite, avant le voyage retour. Maintenant que le plan est bien établi, la Chine cherche également un nom à son programme. Les missions robotisées ont été baptisées Chang'e, en hommage à la déesse de la Lune dans la mythologie du pays. Le nom choisi pour le programme habité sera probablement hautement symbolique et devra refléter les ambitions du pays. En attendant, il y a encore beaucoup de travail et un contexte économique qui se tend. Le miracle chinois semble moins évident qu'avant le Covid et cela pourrait avoir un impact sur les activités spatiales du pays. La course à la Lune des années 60 avait pesé très lourd sur les économies américaines et soviétiques. Côté américain, on commence déjà à vouloir à nouveau brider le budget de la NASA. Côté chinois, il va donc falloir faire attention à équilibrer les ambitions de puissance avec une économie en berne. On espère que des 2 côtés du Pacifique, les programmes lunaires habités vont se maintenir, car c'est après tout une des plus belles aventures humaines qu'on peut attendre des années 2020 et 2030. La Chine n'est pas le seul acteur spatial qui est en train de changer de statut. Dans cette catégorie, on peut aussi retrouver l'Inde, dont les ambitions sont également en train de se concrétiser. La semaine dernière, on vous a parlé de la mission Chandrayaan-3, qui est un succès retentissant à la surface de la Lune. La sonde est en train de boucler sa mission et ne devrait plus en avoir pour très longtemps. Elle a cependant réalisé un petit coup d'éclat avant de s'endormir à jamais. L'atterrisseur Vikram a ainsi brièvement redécollé avant de se poser à nouveau. Il ne s'est déplacé que de quelques dizaines de centimètres, mais cela a demandé des manœuvres complexes pour replier et redéployer sa rampe et ses multiples systèmes. Pour l'Inde, c'est une sorte de mini-test visant à préparer d'éventuelles missions de retour d'échantillons, voire de vol habité. Le programme habité indien devrait en effet prendre un gros coup d'accélérateur l'année prochaine, avec les premiers vols orbitaux du vaisseau Gaganyaan. L'Inde pourra alors envoyer ses propres astronautes indépendamment dans l'espace et peut-être construire sa propre station orbitale à l'image de la Chine.
Comme si ce n'était pas assez, le pays vient aussi d'envoyer son premier observatoire solaire dans l'espace le 2 septembre. Dénommé Aditya L1, il est maintenant en orbite basse. Comme son nom l'indique, il va ensuite manœuvrer jusqu'au point de Lagrange L1 du système Soleil-Terre. C'est celui qui se trouve à l'intérieur de l'orbite de notre planète, à l'opposé donc du L2 de James Webb. Évidemment, lorsqu'on cherche à étudier notre étoile, il est plus intéressant de se trouver plus près de cette dernière. Aditya transporte 7 instruments qui vont contribuer à la météo solaire et à l'étude des vents de notre étoile, ainsi qu'aux interactions qu'ils ont avec la Terre. Alors que nous nous dirigeons vers un maximum solaire, une période d'activité poussée de notre étoile, un nouvel observatoire n'est pas de trop. Le Soleil devrait atteindre une activité maximale autour de juillet 2025, ce qui fera les beaux jours de Parker Solar Probe, Solar Orbiter et Aditya L1. Pour envoyer des observatoires, il faut des fusées, et l'Europe est justement en pleine transition de ce côté. On attend tous Ariane 6 avec impatience, et cette dernière vient de partager de bonnes nouvelles. Le 1er septembre, une mise à feu statique de son étage supérieur a été réalisée en Allemagne. Le moteur Vinci et son unité auxiliaire ont fonctionné pendant plus de 11 minutes, répartis en 2 allumages. Tout semble s'être bien passé. L'unité auxiliaire est une sorte de petit moteur qui permet de maintenir la pression dans les réservoirs pour permettre les réallumages de Vinci. C'est une des capacités cruciales que gagne Ariane 6 par rapport à Ariane 5. L'étage supérieur va subir une dernière mise à feu statique qui permettra notamment de le tester en conditions dégradées. Il sera ensuite qualifié et prêt à voler. Du côté du premier étage, on attend jusqu'à 2 mises à feu statiques au cours du mois. Elles permettront elles aussi d'avancer grandement dans la qualification de cette partie de l'architecture. Fin septembre, on devrait donc avoir la vue un peu plus claire sur la date du premier vol du nouveau lanceur lourd. En attendant, Arianespace va pouvoir se concentrer sur le prochain lancement de Vega. La petite fusée italienne va enfin revoler. Après plusieurs échecs en 2019, 2020 et 2022, Vega a un nouveau rendez-vous le 4 octobre, dans sa version originale et non pas la version C. On espère que tout va bien se passer et que cela va signer le début d'un retour à la normale pour les lancements européens. Comme bien souvent dans les DNDE, on va finir avec un peu d'astronomie. Ces derniers mois ont été riches en observations, et pas que du côté de James Webb. Un groupe de chercheurs vient ainsi de présenter une méthode assez particulière pour déterminer la température d'une exoplanète, via la découverte d'une molécule thermomètre. De plus en plus d'observatoires sont capables d'analyser la composition chimique de l'atmosphère de certaines exoplanètes, grâce à des méthodes de spectroscopie haute résolution. Lorsqu'une planète réalise un transit, c'est-à-dire lorsqu'elle passe devant son étoile, une partie de sa lumière traverse l'atmosphère de cette dernière. Elle s'imprègne alors de traces chimiques qui prennent la forme de bandes dans les spectres. Ces traces sont très difficiles à mettre en lumière. Il faut utiliser des observatoires de pointe et bien souvent multiplier les transits pour arriver à une mesure significative. Cette méthode a toutefois permis à un groupe de chercheurs de découvrir une molécule très particulière dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-31b. Celle-ci gravite très près d'une étoile un peu plus grosse que le Soleil. C'est une géante gazeuse 2 fois moins massive que Jupiter, mais pourtant plus grande que cette dernière. Elle est en quelque sorte gonflée par sa haute température. Cette température a justement pu être estimée de manière chimique. La molécule découverte dans son atmosphère est un hybride de chrome. Une molécule simple et pourtant très rare. Et pour cause, elle ne peut se former qu'en présence de chrome et d'hydrogène, à des températures très précises. C'est justement ces conditions qui rendent sa découverte très intéressante. Puisque l'hybride de chrome n'existe que dans des conditions bien établies, découvrir la molécule, c'est pouvoir connaître les conditions qui règnent là où elles existent, et donc dans l'atmosphère de WASP-31b. La molécule ne peut ainsi exister en grande quantité qu'entre 1000 et 1700 degrés Celsius. Elle agit ainsi comme une sorte de thermomètre pour l'atmosphère de l'exoplanète. La technique avait déjà été utilisée sur des naines brunes, mais il est maintenant possible de la transposer à l'étude des Jupiters chauds, ces planètes géantes qui gravitent très près de leur étoile. WASP-31b se voit ainsi doublement caractérisé. On connaît un peu mieux la chimie de son atmosphère et la température de cette dernière. Malheureusement, découvrir de l'hybride de chrome est la garantie qu'une planète n'est pas habitable.
La technique ne pourra donc pas être transposée à la recherche d'exotères. Peut-être que d'autres molécules thermomètres pourront être utilisées à des températures un peu plus basses. Ce DNDE touche pour sa part à sa fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve jeudi pour une nouvelle matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.